Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille dans le podcast Persévérer pour mieux rêver. Vous y entendrez des artistes, des sportifs et d'autres passionnés qui vous raconteront leur parcours. J'espère que ce partage d'expérience vous permettra de trouver les clés et la motivation pour suivre vous-même le chemin de vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour David, bienvenue dans le podcast. Alors je vais te laisser te présenter, toi, tes activités sportives, en grande ligne aux auditeurs. Alors je suis un humain d'abord, comme toute personne. Je m'appelle David Smetanine, voilà, et je suis athlète de haut niveau paralympique. J'ai participé à 5 Jeux, Athènes 2004, Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016 et enfin Tokyo 2020 en 2021. On connaît tous les circonstances particulières qui ont fait que les Jeux ont été reportés à cause d'une crise sanitaire. Une pandémie, et comme son indique, qui a touché le monde entier et qui n'a pas épargné le Japon. Les Jeux devaient être organisés et olympiques et paralympiques. Ils ont été très bien organisés, mais dans des circonstances particulières qui ont nécessité un report parce que la situation à l'époque sanitaire ne permettait pas d'avoir un événement qui allait accueillir des pays du monde entier, sur une île en plus. Voilà. Et j'espère en tout cas, pouvoir finir ma belle et longue carrière chez nous en France, à Paris, à la maison, puisque dans quelques mois, dans 13 mois maintenant, nous aurons la chance d'avoir les Jeux en France, enfin. Voilà. Donc voilà, dans les grandes lignes, je suis athlète de haut niveau en natation. J'ai pas que ça. Je suis aussi consultant maintenant, chef d'entreprise. J'ai été élu. Je suis membre du comité olympique au titre de sa commission des athlètes. Je suis membre du comité paralympique français au titre de la commission des athlètes du CPSF, donc, qui a été créé récemment et on a été élu il y a quelques semaines. Donc c'est tout nouveau et une bonne chose pour le mouvement sportif paralympique français. Qu'il ait lui aussi une commission des athlètes comme l'a le CNOSF. Je suis membre aussi de la commission du comité des sportifs. Voilà, on se distingue un peu par nos appellations différentes. Du comité des sportifs de l'AFLD. Alors l'AFLD, c'est l'Agence française de lutte contre le dopage. Quelque chose qui nous touche dans le sport et contre lequel on doit lutter. Donc j'ai voulu m'engager aussi pour un sport propre. Et j'en suis coprésident. Voilà, et puis d'autres engagements, notamment pour mon département, puisque je suis ambassadeur du sport pour le département de l'Isère. Voilà, et puis président du comité des parrains sportifs et des mécènes du fonds de dotation des CHU de Grenoble. J'accompagne Monsieur Zanini, qui est un chef d'entreprise très engagé et qui est président du cercle des mécènes du fonds de dotation des CHU. Le principe, c'est de soutenir des projets que l'hôpital doit mettre en place, rénover ou financer, mais qu'elle ne peut pas faire à elle seule parce que l'État n'a plus les moyens de tout rénover ou de tout mettre en place, quoi. Donc on essaie avec ce fonds de dotation des CHU de pouvoir avancer unité par unité, service après service, pour que les différents hôpitaux de Grenoble, en l'occurrence l'hôpital Nord et l'hôpital Sud, nos 2 CHU puissent avoir un petit coup de jeune, de rénovation, et puis que certaines unités soient améliorées, parce que la santé c'est important, on le sait, et qu'on a envie de contribuer à tout cela. Souvent, en tant que mécène ou sportif, on a été touché par un événement qui nous a fait prendre conscience à quel point l'hôpital nous avait aidé dans notre parcours, dans notre vie, et qu'on avait envie, ou qu'on a envie, de lui rendre la monnaie de la pièce. Voilà. Ouais, on se rend compte que finalement, ta carrière de nageur, c'est une énorme partie de ta vie, mais clairement pas ta vie. C'est elle a dirigé ma vie, elle a organisé ma vie, notamment dans un sport, la natation, qui demande beaucoup de travail, matin, après-midi. Bon. Mon projet de vie s'est greffé autour de ma pratique sportive, notamment parce que j'avais un projet de haut niveau. J'ai toujours voulu être champion un jour, et être champion, c'est beaucoup s'entraîner. Mais aussi parce que j'avais besoin de rendre au sport ce qu'il m'a apporté, ou de m'investir aussi grâce à cette visibilité que j'ai pu obtenir par les succès sportifs obtenus, ou gagnés, quoi. Quand on a la chance de gagner quelque chose dans le sport et de prestigieux, en l'occurrence les Jeux, on est sollicité à un moment donné, et moi je voulais que ces sollicitations elles soient au pluriel intéressantes, et qu'elles revalorisent un petit peu notre société aujourd'hui, quoi. Donc j'ai fait aussi le choix de m'investir. Ce sont beaucoup l'engagement bénévole, professionnel aussi, mais parfois bénévole, en tant que chef d'entreprise et consultant, ou je donne des cours aussi en management du sport. Bon, je fais différentes choses, ça c'est professionnel, mais beaucoup de choses qui se passent à côté qui sont bénévoles, comme le CHU, je ne suis pas payé pour ça. Mais c'est un engagement important qui m'apporte une richesse humaine incroyable, et puis qui était aussi important parce que dans une société, je crois que chacun doit contribuer un petit peu à sa façon à la faire rayonner. Voilà. Oui, tu dis, si ta notoriété de sportif peut aider à mettre en lumière un sujet qui te tient à cœur, c'est de la mettre à contribution pour aider des projets à avancer,
Oui, la visibilité d'un sportif, elle est pas négligeable, notamment dans ma région, dans mon département, où je suis connu ou très reconnu. Mais dans d'autres projets aussi qu'on peut avoir sur le plan national, sur le territoire, voire à l'international, mais surtout sur le territoire. Et nous, sportifs, en général, je dis nous, sportifs olympiques ou paralympiques, nos notoriétés, quand on a des résultats, doivent être mises à bon escient et servir pour des nobles causes, de nobles causes. Voilà. Je suis aussi engagé auprès de l'armée de l'air en tant que membre de la réserve citoyenne et j'en ai eu une illustration parfaite hier pendant les cérémonies du 14 juillet. Ça m'a rappelé pourquoi je me suis engagé et pourquoi je veux faire ces choses-là. Voilà. Donc bien sûr que c'est important et comme on sait qu'on peut avoir un peu de visibilité et de notoriété, il faut s'en servir intelligemment. Voilà. Et est-ce que ça, c'est partagé par la plupart des personnes que tu côtoies en équipe de France ou ça dépend? De plus en plus de sportifs s'investissent, je crois, ont conscience qu'ils ont un poids à jouer et qu'ils peuvent faire des choses. C'est valorisant de s'investir pour les autres et de s'engager aussi pour les autres. Tout le monde ne le fait pas. C'est aussi un peu dans une fibre, dans le fibre de chacun, je veux dire, c'est dans la mienne en tout cas. C'est dans mon ADN, dans ma génétique, dans mon tempérament, simplement, de m'engager un petit peu aussi pour les autres. Mais oui, d'une manière générale, c'est quelque chose qu'on perçoit de plus en plus. On se rend compte que de nombreux sportifs ont envie d'apporter autour d'eux ou de servir de nobles causes. Beaucoup sont engagés sur l'environnement parce qu'on sait que le sport propose de belles valeurs, prône de belles valeurs et défend de belles valeurs. Et que la première qui nous concerne tous dans nos terrains de jeu respectifs, certains sont dans la montagne, les skieurs, certains sont sur la route, les Tours de France par exemple, etc., ou les cyclistes, certains sont sur l'eau ou dans l'eau. Mais beaucoup de sports outdoor finalement, et on se rend compte à quel point l'environnement est impactant pour le sportif, mais aussi le sportif peut être impactant pour l'environnement. Oui, clairement. Les grands événements comme le Tour de France, aujourd'hui, ont l'obligation de faire attention à ces choses-là. Il y a les zones pour jeter les bidons, elles sont souvent récupérées par les fans, etc., mais les déchets, les plastiques, les boissons, les barres de céréales, quand la caravane elle passe, ça fait des dégâts un petit peu aussi. Mais les équipes du Tour, et notamment ASO, la marque qui gère le Tour, je pense ont pris conscience de ces choses-là et ont un rôle qui est engageant, ont un rôle qui est responsable, et ils le font très bien, je crois. Et je pense que là, tu vois, en étant dans le comité olympique, tu as peut-être accès à ces sujets-là, mais j'imagine que les JO, ça va être un gros sujet d'essayer de les rendre le moins impactant environnementalement parlant possible. Oui. C'est le cas pour les Jeux d'hiver, notamment. On a beaucoup parlé de Pékin, parce que Pékin d'hiver, 2022, bien sûr, pas 2008. Même si 2008 a aussi fait couler beaucoup d'encre pour d'autres raisons. Mais 2022, parce qu'on se disait, mais comment ça, la Chine, les Jeux d'hiver, c'est quoi cette histoire ? Il n'y a pas de cohérence. On retourne à quelque chose d'un peu plus cohérent, un peu plus naturel, on va dire, avec Milan et Cortina d'Ampezzola dans 2 ans, 2026, enfin 3 ans, dans les Alpes. La montagne, la haute montagne. La Chine, on en parlera peut-être tout à l'heure, a fait quelque chose d'assez intelligent quand même. Voilà. Ils ont quand même été un des pays qui, en l'espace de 15 ans, a réussi à avoir les Jeux d'été d'hiver. Donc ils ont transformé leur site d'été en équipement sportif d'hiver. La piscine est devenue le site de curling par exemple, les patinoires, etc. Le village a été construit. Il y a plein de choses qui ont été réaménagées. Alors oui, quand on met de la neige pour un half-pipe, pour des big air, etc., en ski ou en ski cross, ou enfin peu importe, bien sûr qu'on met de la neige dans des endroits où il n'y en a pas et que ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a jasé parce qu'on se dit mais il y a les usines autour, il y a de la neige là, c'est pas cohérent, l'environnement, le réchauffement climatique, etc. Ça va pas quoi, ça va pas. Tout est discutable, bien entendu, mais même au niveau des GT, bien sûr, dans la restauration, vu le nombre d'athlètes qu'il y a tous les jours à nourrir, c'est environ 5 tonnes de nourriture par jour au village olympique et au village paralympique. Le recyclage est très important, le carton, le plastique, toutes ces choses-là, tous ces sujets qu'on veut améliorer. La question des bouteilles en plastique, on veut l'éviter, bien sûr. Les transports, c'est un point très important, qui pollue pas. Donc on veut avoir une valeur d'exemplarité qui va au-delà du sport. Mais dans la prise en compte de l'environnement, des sites qu'on va rester dans l'état, notamment les sites d'hiver, les montagnes qu'on veut ne pas dégrader, mais aussi les sites d'été. On ne construit pas des immeubles dans tous les sens, on ne construit pas des sites sportifs, de compétition dans tous les sens. Et Paris a joué une carte très très forte de ce côté-là en disant on a déjà beaucoup de sites sportifs, on va en rénover certains, mais on ne va pas construire de grands éléphants blancs qui vont être détruits après, qui vont servir à rien. C'est un héritage qu'on veut laisser, mais une grosse partie, la majeure partie des équipements sportifs ont été construits pour les championnats du monde de cyclisme à Saint-Quentin-sur-Isère, Falavier, pardon. La plus révélateur, je suis de l'Isère. Saint-Quentin, pardon, en Yvelines, pardon. Le Stade de France pour l'athlétisme, Roland Garros pour le tennis, les Invalides, le tir à l'arc, mais les Invalides restent aussi des Invalides.
Oui, on a un cas particulier avec Versailles pour l'équitation, mais on a déjà fait les Coupes du Monde. On va rendre le parc de Versailles et le château de Versailles en l'état. Rien ne va être changé, on ne va pas tout casser pour mettre les jeux. On va juste servir d'un coin qui est disponible pour créer un site de compétition qui soit magique, prestigieux et qui crée une histoire entre le château qui est prestigieux de Versailles et ce beau sport qu'est l'équitation. Voilà, donc, oui, puis en soi, ils vont pas ou peu construire de l'hébergement parce que ça va être des chambres crous. Donc exactement. C'est quand même, la piscine de compétition de natation course, c'est l'Arena 92 où joue le rugby à Paris, qui va être transformé dans un grand parc aquatique, on va dire. On va construire une piscine provisoire dedans. Il y a des marques qui font ça très très bien avec des parois, on met des vérins, on met un liner, on crée un bassin qui est rapide en plus. Bon, on peut faire ça. Mais et pareil pour les nombreux stades qui vont servir pour les épreuves de rugby à 7 ou de football par exemple. C'est les stades qui existent, qui ont été construits pour l'Euro 2016 ou qui ont été construits dans la perspective de la Coupe du Monde de rugby de 2023 par exemple. Voilà, on ne construit pas de nouveaux stades de France, on ne construit pas ces choses-là. Je rappelle que le Stade de France a été construit dans la perspective de la Coupe du Monde de 98. On parle de 2024, donc voilà, c'est un équipement qui va être utilisé intelligemment, qui existait déjà, voilà. Bercy a été rénové, c'est devenu l'Accor Arena Hotel bien avant le projet de Paris 2024, donc c'est une intelligence qui diminue le coût financier de la candidature, dont bénéficient bien sûr les Jeux paralympiques aussi, ça c'est évident, et que l'on va rendre aussi accessible de façon à ce que l'héritage permette de renforcer la pratique sportive pour tout public ensuite, en France et à Paris notamment. Voilà. Ouais, ça c'est une grande partie de ton combat aussi. C'est une partie de mon combat aussi, et c'est construire un projet olympique et paralympique intelligent. Le CIO a un cahier des charges qui est assez drastique finalement de plus en plus, et la commission d'évaluation qui vient visiter les sites sportifs se charge et a à cœur joie de se charger de contrôler ces choses-là, de vérifier que tout est vraiment conforme à leurs exigences, et voilà. Et puis le coût financier global est d'autant plus intéressant et réduit que l'on construit moins d'équipements, quoi. Forcément. C'est toujours de l'argent investi, mais les retombées sont colossales. Et Paris, la candidature de Paris, qui est devenue le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, a investi de l'argent. D'abord, il y a le COJO, puis après il y a la Solidéo, qui s'occupe des équipements sportifs, a investi de l'argent, mais il y aura des retombées, pas que financières, pas qu'économiques, pas que commerciales, mais des retombées sur le plan social aussi. Voilà. Complètement. Les sites sportifs, la place du sport en France, etc. Donc, la place du sport en France, il faut savoir investir intelligemment. Le fait de les rendre accessibles, le fait de rendre le sport visible pour toutes les populations. Et pour la première fois, les Jeux paralympiques, puisqu'on a eu 92 l'hiver, les Jeux paralympiques aussi en France, mais c'était la première fois. Et l'hiver n'a pas le même impact que pour une société notamment et un pays en tout entier que les Jeux d'été. Est-ce que c'est une pression supplémentaire de savoir que là, tous les enfants français vont regarder les JO de Paris et que tu peux créer, JO et Jeux paralympiques, je sais pas si c'est une pression, c'est plus une responsabilité peut-être. Ouais. Enfin, quoique, responsabilité, qui dit responsabilité, il y a un peu de pression aussi finalement. C'est pas faux, non, t'as raison. C'est une pression positive de vouloir contribuer à ce que ce sport paralympique rayonne en France. Et donne aussi un espoir certain à des enfants qui ont eu un parcours de vie peut-être difficile à un moment donné, un accident, une maladie ou peu importe, et qui grâce aux Jeux vont pouvoir eux aussi rêver et se dire malgré tout moi aussi je peux être d'abord intégré dans cette société et puis avoir la chance de réaliser quelque chose de très grand qu'on ne pourrait pas forcément soupçonner parce qu'on parle de handicap et qu'on a l'impression que le terme handicap renvoie à l'incapacité tout le temps, à je ne peux pas faire, je suis exclu, etc. Le sport est inclusif, les Jeux paralympiques le seront pleinement et on espère que l'héritage de Paris 24 paralympiques notamment sera grand, quoi. Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a déjà travaillé depuis longtemps sur ces questions-là. Ça a été un axe fort de notre candidature et même si certains disent que c'est que symbolique, à l'image du logo qui est identique par exemple olympique et paralympique, à l'image de nos équipes de France olympiques et paralympiques, ça c'est grâce à notre CNOSF et au CPSF qui travaillent main dans la main là-dessus, puis Paris 2024 contribue aussi à cette dynamique-là, mais ce qu'on appelle depuis Tokyo l'équipe de France unifiée. On a un seul collectif France olympique et paralympique qui auront certes deux jeux différents ou distincts, les Jeux olympiques et ensuite les Jeux paralympiques, mais avec 15 jours d'intervalle et puis surtout une visibilité paralympique qui est extraordinaire, notamment pour les médias. Pour ne pas citer que France Télévisions Sport quand même, mais 300 heures directes
C'est du jamais vu. C'est incroyable. Ouais. Eux qui font un travail depuis très très longtemps sur cette question-là de la visibilité paralympique, de l'exploit sportif que l'on veut mettre en avant aussi. Et la mission de service public et la par mission de rapport service à public, bien ça. sûr, que France Télévisions a rempli depuis très longtemps. Voilà. Et j'ai eu la chance de commenter les courses de copains en 2014 à Sochi, aux côtés de Laurent Luya, que je connais bien, et d'autres sportifs aussi qui étaient là sur le plateau de temps en temps. C'était un honneur pour moi de participer à ça, mais de raconter comment le sport olympique, comment le sport paralympique a construit son petit bout de chemin, raconter l'histoire des champions, commenter les courses, les épreuves et simplement commenter du sport de haut niveau. Ouais. Voilà, et rappeler à la population française et au monde entier que quand on va aux Jeux paralympiques, c'est qu'on a fait le choix d'être sportif de très haut niveau, mais qu'on a la particularité d'avoir un handicap. Voilà, une grande différence à faire. Ça ne te permet pas de concourir auprès des valides dans les Jeux Olympiques, mais ça reste du très haut niveau. Certains ont réussi, ils sont parvenus, c'est rare. Il faut un petit handicap très faible. Je pense à Oscar Pistorius qui a réussi cet exploit en athlétisme en 2016 non, avant, en 2012 à Londres, puisque il y a eu malheureusement une tragique histoire en 2013, le jour de Saint-Valentin d'ailleurs, qui fait qu'il a été écarté de la compétition ensuite. Bon, c'est une autre histoire, mais oui, 2012 à Londres. Après un combat aussi avec les instances internationales de l'athlétisme pour montrer que ces lames de carbone n'étaient pas un avantage, mais qu'il fallait avoir la puissance pour s'en servir correctement, et surtout qu'il n'y avait aucune aide supplémentaire, notamment au start, dans la restitution d'énergie à chaque rebond, à chaque appui de la jambe, etc. Ouais, c'est ça, parce qu'on peut peut-être expliquer si les gens ne connaissent pas son histoire, mais voilà, donc lui, ça a été le premier coureur en athlétisme à courir parmi les valides. Tout à fait, sur 400 mètres. Il y avait eu ces sujets de est-ce que ces prothèses l'aident ou pas, et donc est-ce que c'est vraiment équitable? Des lames de carbone qui ont une forme de virgule comme un pied au bout, comme on voit sur nos friges paralympiques. Il y a une des friges, une des mascottes de Paris 2024 qui a une lame de carbone qui symbolise l'esprit paralympique. Voilà. D'ailleurs, on avait en candidature une belle image de la Tour Eiffel qui avait un pied avec une lame de carbone, et on espère que ce sera comme ça pour les Jeux paralympiques. Un gros clin d'œil au monde entier pour montrer que même la Tour Eiffel, elle devient paralympique à un moment donné, comme si la grande dame de fer nous soutenait aussi. Voilà. Bon. On rappellera son histoire plus tard, mais c'est un bâtiment en France qui est important, qui a aussi servi de logo en phase de candidature aussi. Donc bon, voilà, c'est symbolique, mais c'est important. Et cette lame de carbone, on a l'impression que l'athlète ne peut pas vraiment marcher. C'est vrai qu'il rebondit un petit peu à chaque fois. Le carbone est très extensible, renvoie beaucoup d'énergie. Et certains auraient pu penser que c'est un avantage qu'un athlète pourrait avoir, que ça lui procure. Or non. Il y a une maîtrise de la lame de carbone qu'il faut avoir. Et dans l'impact sur ce qui est le bout de la lame, donc le pied, on va dire ce qui remplace le pied ou qui compense le pied, ça renvoie 80% d'énergie sur un starting block par exemple, alors qu'un pied valide, dans l'instinct au démarrage, la contraction musculaire, le gain d'énergie, l'élasticité du muscle, du pied, etc., renvoie 300% d'énergie. Ouais. Donc il n'y a pas de mesure comparable. Voilà. Et puis la preuve, il a été autorisé à courir le 400 et il n'était en aucun cas compétitif sur d'autres épreuves comme le 100 et le 200, où il y a une inertie qui est trop lente pour pouvoir être compétitif par rapport à quelqu'un qui a un pied valide et qui va avoir un syndrome limite réflexe du pied quand il se met à courir qu'on n'a pas sur une lame de carbone. Il faut vraiment prendre de la vitesse, appuyer fort dessus pour avoir l'énergie qu'on veut avoir, comme un pied pourrait la rendre lors de chaque foulée par exemple. C'est très technique et voilà. Mais il a fallu discuter, se bagarrer, et puis il a quand même obtenu le droit de participer à ces Jeux Olympiques. Et il a eu le talent et le travail pour aller jusqu'à une demi-finale sur 400 mètres. C'était prestigieux, quoi. Et est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec le sport, avec les Jeux paralympiques par exemple, comment sont entre guillemets classées les différentes formes de handicap? Parce que tu ne vas pas concourir de la même manière si tu es paraplégique, si tu tétraplégique, ou amputé. En fonction de ton handicap, tu ne vas pas concourir de la même manière. Oui, à la différence des Jeux Olympiques où on vient avec ces différences. Aux Jeux paralympiques, on dit souvent qu'on vient avec nos différences, on repart avec nos ressemblances, dans le sens où on a tous un handicap différent et qui fait qu'on a forcément des catégories différentes, quelle que soit la discipline. Une personne de petite taille ne va pas concourir avec des gens qui sont des gens qui physiquement ont pu avoir une croissance normale, grands et forts. Des gens qui sont amputés ne vont pas concourir avec des gens qui sont blessés médulaires, qui ont une atteinte à la moelle épinière par exemple. Les gens qui ont une atteinte médulaire ou qui ont un handicap des 4 membres ne vont pas concourir avec des gens qui ont un handicap de 2 membres. Les gens debout ne concourent pas avec les gens qui sont en fauteuil. Voilà, en athlétisme par exemple, puisqu'il y a différentes disciplines, non-voyants, fauteuil, debout, marchand, amputé, pas amputé. Bon. Donc les catégories sont là pour essayer d'avoir une course qui est équitable, qui donne de la compétitivité dans l'épreuve aussi. Et puis ensuite,
Et ben, en fonction des disciplines, il y a une initiale. TR pour Tracks and Field en athlétisme, les gens debout. S pour swimming en natation, les classes S1, S10. Après les classes 11, 12, 13 pour les déficients visuels. S14 pour un certain nombre de déficients intellectuels, mais encore une fois, un autre sujet trié sur le volet parce que il n'y a pas tous les handicaps, toutes les formes de handicap intellectuels sont pris aux Jeux paralympiques une partie qui sont jugés sur un QI qui n'a pas pour moi un impact significatif sur la performance. Certains grands handicaps, oui, intellectuels. Parmi les S14, parmi la classe de gens qui ont une déficience intellectuelle ou mentale aux Jeux paralympiques. Mais il y a plein de formes différentes, des gens qui sont sévèrement touchés, d'autres qui ne le sont quasiment pas. Et dans de bon nombre de courses, ceux qui remportent les médailles d'or ou qui sont sur le podium aux Jeux paralympiques, beaucoup, on a du mal à comprendre quel est leur handicap. Donc il faut savoir l'expliquer et comprendre comment ça fonctionne. Et donc il y a des catégories. Des catégories qui classent les sportifs en fonction d'une possibilité d'un potentiel physique ou intellectuel, bon, pour la partie sport adapté, mais qui renvoie aussi à une compréhension de quelque chose, technique, à une forme d'autisme aussi parfois, bon, qui impacte la performance forcément à un moment donné. Mais c'est un sujet encore compliqué. Par contre, dans la majeure partie des sportifs qui sont aux Jeux paralympiques, et des déficiences physiques ou visuelles, il y a forcément des classes. Quelqu'un qui ne voit pas du tout, qui est aveugle, ne peut pas concourir ou ne doit pas concourir avec quelqu'un qui est à peine malvoyant ou léger malvoyant. Enfin, qui est malvoyant ou qui a une légère déficience visuelle. Oui, c'est pas du tout le même niveau de difficulté. Un non-voyant, d'ailleurs qui nage avec des lunettes qui sont opaques ou opacifiées, pour être sûr qu'il ne peut pas tricher, il a le droit à une aide, à ce qu'on appelle un taper, quelqu'un qui va lui donner une indication au virage avec une perche qui va le toucher avec une petite balle de mousse au bout, juste pour lui dire, je te touche, tu sais que par rapport à ton entraînement, tu as 2 coups de bras du virage. Ou à l'arrivée, tu vas toucher le mur bientôt. Donc à chaque bout du bassin, ils ont des gens avec des perches qui les touchent pour les aider. Ceux qui font partie de la catégorie S12 ou S13, donc la déficience visuelle la plus légère ou plus faible, n'ont pas le droit d'une assistance. Les S11, donc les non-voyants, ont le droit d'être aidés jusqu'au plot de départ. On peut les tenir, on peut les aider à monter sur le plot de départ, etc. Un S13, il n'a pas le droit. Il fait avec ses moyens, c'est tout. Voilà. Au niveau des handicaps physiques, un S1 qui est atteint des 4 membres ne nagera certainement pas à la même course qu'un S10 qui a une légère déficience ou qui est quasiment proche d'invalide, quoi. Ouais. Un S5 qui est milieu de tableau, on va dire, dans la classification, comme moi un peu, S4, S5, et qui est l'atteinte des membres inférieurs ou des membres supérieurs, ça dépend. Moi, c'est principalement le membre inférieur, même si j'ai des petits soucis à certains doigts, des lombricaux qui sont un peu faibles parfois et qui font que j'ai un peu de fatigabilité dans les mains. Bon, c'est encore un aspect technique, mais grosso modo, je ne me sers pas de mes jambes dans l'eau comme moteur, juste comme appui à la surface. Mais c'est quand même un poids que je dois un peu tirer, que je dois gagner, gainer, mais dont je dois me préoccuper aussi. Alors que quelqu'un qui a un battement de jambes, il est vite équilibré dans l'eau, il peut pousser sur le mur, il peut plonger, il peut culbuter et pousser sur les jambes, donc il a un gain d'énergie en plus, il a un moteur en plus. Bon, ce ne serait pas équitable, donc on a des catégories. Même s'il y a encore une certaine disparité, que les classes ne sont pas parfaites, forcément il y a des différences de handicap. Et elles s'expliquent, et on les expliquera bien sûr avant les Olympiques, mais surtout avant les Jeux paralympiques de Paris 24. On le fera avant les Jeux olympiques parce que je pense que nos camarades olympiques, les copains de l'équipe de France olympique, veulent aussi comprendre comment ça fonctionne. Certains le savent, ils viennent nous voir en compétition, ils nous encouragent. Et puis je crois que la France, et notamment le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, veut promouvoir les Jeux en général, et donc parlera très rapidement des Jeux paralympiques et des classes de handicap, etc. Je ne serais pas surpris qu'en natation, pendant les courses olympiques, à un moment donné, il y a un petit clin d'œil aux paralympiques en disant « Ah ben voilà, un nageur qui nage, c'est pas moi comme un Florent Manodou qui va nager peut-être, j'espère, 21-1 ou voilà, si... Bon. » Comparé à une performance d'un athlète paralympique S10, donc qui est le plus petit handicap au niveau paralympique et qui pourrait nager 23-0 ou peut-être à 22-9 un jour, voilà, bon. La performance sur la performance. Mais la particularité, encore une fois, c'est qu'on a fait ce choix d'être athlète de haut niveau, d'où l'appellation paralympien ou paralympique, et qui a une particularité d'avoir un handicap. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on va aux Jeux paralympiques, c'est parce qu'on a fait le choix d'être athlète de haut niveau et qu'on s'est qualifié pour les Jeux paralympiques qu'on peut participer. Clair. Oui, c'est pas facile d'arriver aux Jeux paralympiques, c'est du travail quotidien et pendant des années. On peut tous faire du sport au niveau handisport ou en sport adapté à l'entraînement et aller au championnat de France, etc., voire même au niveau international, au championnat d'Europe. Les Jeux, c'est encore une autre dimension. Voilà.
Si on reprend sur ton parcours à toi, Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment la natation est arrivée dans ta vie? À quel moment ça arrivait? D'abord, j'ai appris à nager petit parce que mes parents voulaient simplement que pour des raisons de sécurité, je puisse être à l'aise dans l'eau et que je puisse en vacances m'amuser comme tout le monde. Ça a été un moment important et je rappellerai simplement une petite parenthèse, le sport dont on parle, la natation, est un sport qui est obligatoire à l'école. On doit, dans un cycle scolaire, apprendre aux enfants à nager par sécurité. C'est dans les textes de loi, hein. Le ministère des Sports a un texte par la loi du sport et qui dit un enfant à l'école doit apprendre à nager. Voilà. Dans les études, on démontre que quand on sait nager, on diminue des risques de noyade de quasiment 90%, 88, 87%. Mais c'est énorme. Les 10% qui restent, ça peut être une anomalie, hein, génétique, physique, un malaise, voilà. Un enfant qui va malheureusement plonger dans un endroit où il n'y a pas assez de fond. Tu te retrouves dans un endroit où il y a des vagues énormes, mais qui s'aventure trop loin aussi, dans un truc un peu trop dangereux. Ou... Voilà, mais c'est 10%, c'est faible. Donc il faut que nos enfants continuent à apprendre à nager grâce à l'école notamment. Voilà. Bon, après, moi j'avais cette vision du sport déjà depuis tout petit parce que mon père et mes parents m'ont éduqué dans une éducation justement basée sur les valeurs du sport. De respect de l'autre, de l'adversaire, de dépassement de soi, d'engagement, d'acceptation de l'échec aussi. Le sport apprend à perdre. Avant de gagner, on apprend à perdre. Ouais. Parce qu'on ne gagne pas du jour au lendemain. Mais si tu sais pas perdre, tu gagneras jamais. Mais non, c'est ça. Accepter les échecs et de persévérer. La persévérance, c'est un argument qui pèse son poids dans la balance quand on parle de sport de haut niveau. On parle parfois même de pugnacité. Mais oui, d'engagement et surtout de respect des valeurs qu'on a autour de soi, de son adversaire, de respect des règles. On ne triche pas dans le sport, d'où mon engagement aussi pour la FLD en faveur d'un sport propre. Dopage, on n'en veut pas dans le sport parce que d'abord c'est nuire à la santé, mais aussi parce que c'est pas les valeurs. C'est pas juste, c'est pas les valeurs que le sport transpose, c'est parce qu'on veut gagner en étant dans une équité sportive qui est cohérente et pouvoir se regarder dans une glace en disant j'ai mieux nagé que lui, j'ai fait mieux que lui, aujourd'hui en tout cas, et je peux être fier de ma médaille parce que je l'ai méritée, elle n'a pas été volée. Ceux qui trichent, c'est les gens qui vont voler leur médaille à un moment donné. Peut-être parfois on dit par une pression sportive, une pression extra-sportive, une pression de résultat liée à des engagements financiers, des partenaires, etc. Mais c'est pas éthique tout ça, c'est pas moral tout ça. Et le sport veut promouvoir des valeurs qui sont exemplaires. Voilà, donc c'est important. Et donc j'ai été éduqué avec ces valeurs-là et tout petit, mes parents m'ont mis devant la télévision, on regardait les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de foot, voilà. Et ça m'a fait rêver, ces sportifs-là qui s'entraînaient dur pour réussir quelque chose qui est immense. Qui paraît impossible en fait, d'ailleurs. Qu'on voit comme impossible, et c'est ça qui fait le prestige des Jeux Olympiques ou des Jeux Paralympiques, c'est que gagner une médaille d'or aux Jeux, qu'elle soit olympique ou paralympique, c'est une médaille d'or aux Jeux. C'est tous les 4 ans, c'est un titre commun à toutes les disciplines du monde entier. C'est l'événement planétaire le plus prestigieux, c'est même des joueurs de foot très très connus, des célébrités dans notre sport et qui sont des talents du football. Je pense à Kylian Mbappé, disait j'aimerais participer aux Jeux Olympiques moi aussi parce que c'est spécial. Dit, ouais. En 2008, juste une parenthèse, en 2008 j'ai été reçu par le Sénat, j'ai reçu la médaille du Sénat, médaille du sport. Et ce jour-là, Rafael Nadal l'a reçu aussi pour son titre olympique à Pékin. Ça c'est un peu la classe quand même. Ouais, c'était chouette, mais surtout les mots qu'il a employés, qu'il a utilisés en disant que bien sûr qu'un grand chelem c'est extraordinaire, bien sûr que Roland Garros c'est extraordinaire. En 2008, il n'avait pas encore ses 14 grands chelems, ses 14 Roland Garros, plutôt pas grand chelem, c'est 14 Roland Garros. Mais il disait que cette médaille d'or, elle avait une valeur très très forte, très symbolique et très importante pour lui parce que c'était pour l'Espagne, pour lui, et c'était une médaille olympique. C'est la médaille de l'excellence sportive que l'on reconnaît, quelle que soit la discipline. Un champion olympique de tir à l'arc, de tir au pistolet, un champion olympique de curling l'hiver par exemple, il est champion olympique point barre quoi. Ouais. Un champion du monde de curling, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Ouais, mais c'est le meilleur. Pas... Ouais, c'est ça. Si champion olympique, t'es le meilleur du monde dans la plus grande compétition du monde. Exactement. C'est une médaille qui est commune à tout le monde et voilà. Et puis on est champion olympique point final quoi. On peut donner la discipline bien sûr. On est champion olympique ou paralympique. Et oui, c'est quelque chose qui m'a fait briller les yeux et qui m'a donné envie de pouvoir me battre moi aussi à l'entraînement, battre au sens noble du terme bien sûr, mais de me dépasser et de rêver. Et je dis souvent en conférence aujourd'hui, vous savez, quand vous n'avez pas rêvé, c'est que vous n'avez pas vécu finalement. Ouais, je crois. On rate une partie de la vie. Parce que rêver, c'est de l'ambition, c'est être poussé dans ses retranchements, c'est se battre pour quelque chose qui est extraordinaire et d'avoir une fierté qui est incommensurable, qui est inimaginable.
qui est courte. Hein. Sur un podium, le temps, il est extrêmement court. Et même une course, on a l'impression que ça passe court. trop vite, quoi. Pardon ? Une course, c'est très court. Je veux dire, course quand on aussi, dit c'est très 21 court. secondes... D'ailleurs, à Pékin, mon premier titre, je touche le 100 mètres le premier jour. Et je suis champion paralympique enfin. Et je dis enfin parce que le premier sentiment que j'ai eu au fond de moi, c'était un soulagement. Et j'ai touché le mur et je suis resté la tête sous l'eau pendant peut-être 15 secondes, quoi. Ça a été long. Parce que je me dis, tant que tu es là comme ça, ce moment, il est que pour toi. Tu savoures et tu te dis, ça y est, enfin, c'est fait. Ouais. Le reste, la célébration qui est extraordinaire, mais c'était plus à moi uniquement. C'était au public, c'était à tout le monde. Ouais, c'est ça. Et je voulais pas que ce moment-là, il parte. Je voulais qu'il soit le plus long possible. On passe tellement d'heures à l'entraînement dans le bassin que quand on touche, on se dit, je veux pas que ça s'arrête. Et le podium, c'est pareil. Ce moment confortable et tellement prestigieux, tellement heureux du podium, il est très court. Très, très court. Donc, oui, quelque chose qui nous paraît extraordinaire, qui nous paraît incroyable, on le réalise encore plus quand on sait à quel point ça a une valeur forte parce que ça reste exceptionnel. Même si on a travaillé très dur et qu'on a réussi une mission semaine après semaine, mois après mois, année après année, etc. pour enfin un jour être champion olympique quand on y arrive ou paralympique, dans l'un ou dans l'autre, enfin dans l'un comme l'autre, c'est un moment qui vaut tout l'or du monde parce que c'est une récompense qui nous appartient uniquement, qui est le fruit de notre travail, qui est prestigieuse. Et ce moment de podium et la Marseillaise aux Jeux, qu'elle soit olympique ou paralympique encore une fois, je l'aurais échangé pour rien au monde, même pour des milliards, quoi. Ça a aucune valeur, c'est inestimable. J'ai jamais connu un sentiment profond aussi fort, aussi émouvant où je passais par l'émotion de larmes, enfin incroyable, de larmes, joie, bonheur. Enfin, j'ai jamais rencontré des moments aussi forts que à travers le sport, quoi. Et au final, tu as eu plusieurs médailles aux Jeux. Oui, sur 5 Jeux différents. Elles ont toutes la même saveur ? Non, la première en 2004 à Athènes, après 2 médailles de chocolat, en chocolat. 2 médailles en chocolat de 4e place, en fait. Hein. Le dernier jour, 50 mètres nage libre, je vais chercher un record de France et je gagne ma médaille de bronze pour 16 centièmes en touchant devant un Espagnol qui allait être mon plus grand rival et un très grand ami de carrière, Richard Oribe, l'Espagnol. Je lui prends la médaille pour 16 centièmes, quoi. Un garçon qui avait été 4 ans avant à Sydney en Australie, triple champion paralympique sur 50, 100 et 200 mètres. Ah ouais. C'était la référence de ma catégorie et Richard bat le record du monde 4 ans après à Pékin. Je gagne la médaille d'or sur 100 mètres, il est 2e. Le lendemain, je fais 50 dos, il ne faisait pas le 50 dos, je fais 2. Le 3e jour, on avait le 200 libres, on bat le record paralympique l'un et l'autre dans 2 séries différentes. Et en finale, il bat le record du monde, je suis derrière. Au 50, le dernier jour, je bats le record d'Europe, je suis devant, il est juste derrière. Toute notre carrière, pendant 13 ans, 14 ans, 13 ans, elle a été faite de première, deuxième place quasiment, à chaque fois sur les 50, 100 et 200 mètres. Mais je savais que c'était l'homme à battre pour être sur le podium. Et je vois une non, moi je sais que je suis dans la course encore, je baisse plus la tête que lui, je me dis putain c'est encore jouable, je suis pas loin. Ça allait très très vite sur un 50, 39 secondes. Oui, c'est ça. Mais je touche pour 16 centièmes un ongle. Et c'est toute la différence entre la 3e médaille en chocolat et le vieil adage qui dit oh bah, j'avais 203. Je dis non, je vais pas être 3 fois 3e moi. Non, là elle est pour toi celle-là. Exactement. Ouais. Et puis bah voilà, l'envie aussi après avoir rencontré Laure qui était une copine de Laure Malodo qui rentrait déjà à l'Athènes brillamment décorée ou honorée avec une médaille d'or, de bronze et d'argent. Je me suis dit je peux pas rentrer bredouille, il faut au moins que j'avais une médaille. Et puis cette médaille de bronze elle a eu une saveur qui était celle du médaille d'or pour moi. La première elle était incroyable. Mon premier podium j'étais heureux comme presque autant que le titre, presque. C'est ça, au final, vous brillez. Et c'est vrai que tu évoques Laure Manodou. Je pense que la natation, si aujourd'hui elle est aussi médiatisée, c'est parce que Laure Manodou. Elle a une dimension différente, une dimension de réussite pour dire une petite jeune qui sacrifie sa jeunesse, qui sacrifie plein de choses pour réussir avec un entraîneur qui l'a aidé pour ça, bien sûr. C'est une équipe qui a réussi. Hein. Mais le talent, c'est pas ce qui suffit pour gagner à ce niveau-là. C'est aussi le travail. D'ailleurs, quelques années après, en finale du championnat du monde, elle entre en finale 8e seulement. Elle était perdue, quoi. Et Philippe lui parle, elle dit écoute, Laure, t'as été championne olympique 4 ans avant, même pas 2 ans avant, ou je sais plus, c'était le monde à Montréal, ça devait être 2005, je crois, c'était l'année d'après, je crois, un an après. Ouais, je crois que c'était vraiment, j'ai plus les dates exactes, mais c'était vraiment peu Montréal après 2005. Où elle croyait qu'elle était perdue. Ouais. Et il lui parle, il dit t'as tout pour gagner, t'as été championne olympique, et là tu nous fais une course de merde ce matin. Proprement dit, tu nous fais une course de merde ce matin. Mais ce soir, tu prends les choses différemment et tu pars et t'attaques et t'as le rythme, t'as la capacité, t'as le physique pour ça. On a fait des 100 fois 100 mètres, on a fait des séries de 5 bornes, on a fait...
t'es meilleur que les autres, quoi. Et elle gagne le titre sur du monde. Hein. Elle Ouais, a c'est une ça, alors numéro qu'elle 8. était dans une ligne au bord 8, qui était pas du tout bien. Toute perdue là-bas, bon. Ouais. Alors, j'ai un copain là, Hugues Dubos qui dirait non, mais on peut gagner à la ligne numéro 8, qui a été mais médaille de c'est bronze pas la en plus brasse, facile, mais hein. non, c'est pas plus facile. Surtout sur un 400 où il y a beaucoup d'adversité, de Mais concurrence, et qu'on voit ce qui se passe à droite à gauche, etc. Non. Mais pour dire qu'elle a amené un travail certain, mais une réussite certaine grâce au travail. Et cette culture de la gagne aussi, à un moment donné. Je me disais, je peux pas rentrer bredouille, quoi. Il fallait que je rentre avec quelque chose, et puis après, c'est dans 4 ans en plus. Et puis, je voulais aussi jouer les pronostics. On me disait, j'avais le 103, était 2 fois 3e, 2 fois 4e. Et voilà, et puis voilà, 16e. Première fois que je passais sous les 40 secondes dans ma catégorie, c'est déjà pas mal. Record de France, 39,51, et puis 700e, c'est rien, quoi. C'est un nombre qui fait toute la différence. Et à ce moment-là, quand tu touches le mur, tu sais que tu as gagné. Comment tu peux être sûr à 16 Alors centièmes? pour Pékin, pour atteindre mes premiers jeux, non. C'est en me retournant et en voyant le tableau d'affichage de l'autre côté du bassin. Parce que tu peux pas voir. Et en plus de l'autre côté du bassin, donc il faut vraiment avoir une bonne vue en disant bon, est-ce que c'est sûr cette fois-ci? C'est pas. C'est qu'en plus les résultats sont pas encore officiels au départ, on voit juste les lignes, le chrono, on voit le numéro, et puis ça se remet vraiment dans l'ordre, 1, 2, 3, etc. Le classement de la course. Et là, on est sûr d'être vraiment 3e, 1er ou 2e sur le podium, quoi. Je me disais que j'avais une vraie chance, mais je savais pas où j'en étais, quoi. Et puis je touche à la vidéo, à la télévision, on voit pas la différence. Donc c'est vraiment le chrono qui nous a dit ce que j'ai fait comme course et puis quel chrono j'avais fait plutôt, pas comme course, quel chrono sur ce 50 mètres agile là. Et puis oui. À ce moment-là, je me dis ça y est, quoi, voilà, ta première elle est là et tu y as cru jusqu'au bout. T'as attendu 9 jours pour ça, le dernier jour de la compétition. Et tu repars des jeux avec une médaille et c'est super, quoi. Puis tu te retournes, tu as les anneaux olympiques derrière toi. Enfin, je pense qu'à ce moment-là, tu penses au gamin qui apprend à nager et tu te dis, mais c'est incroyable. Tous ces symboles que l'olympisme valorise ou le paralympisme aussi, mais voilà, tous ces symboles que le sport de très haut niveau porte et valorise en disant je l'ai fait, je vais savourer, mais je vais expliquer aussi comment j'ai fait pour réussir. Et surtout, je vais donner confiance à des petits-enfants des enfants ou des jeunes qui vont peut-être se dire que finalement, malgré tous les pronostics du monde entier, eux aussi peuvent réussir, quoi. Ouais, c'est clair. Croire en toi que c'est possible. Laure a permis ça aussi au niveau olympique, hein, clairement. Elle a un peu débridé la natation française. Et puis, fait prendre conscience à beaucoup d'entraîneurs et de nageurs qu'avec beaucoup de travail, on pouvait être champion olympique. Ouais. Voilà. Et ça paraissait facile en plus. C'est ça qui est dingue. Ouais, si tu la vois nager, t'as l'impression que c'est facile. La petite histoire, c'est qu'elle portait une paire de lunettes métallisées, parce qu'on était dehors à l'époque à Athènes, un bassin au soleil, etc. Et même si elle nageait en crawl, on a envie d'avoir des lunettes qui nous protégeaient un peu les yeux et qui nous permettent de bien voir, pas être ébloui. C'est une paire de lunettes que je lui ai envoyée, en fait. Ah ouais. Elle cherchait une marque particulière, peu importe, un modèle qui était assez agréable, avec une vision un peu panoramique, bon bref, un bleu métal. Et j'avais trouvé lors d'une compétition d'une Coupe d'Europe dans un pays où j'ai été en compétition, j'avais trouvé ce modèle-là et je les ai envoyés, voilà, et elle a nagé avec en finale, c'était cool, quoi. Donc tu as participé à la victoire de Laure Manodou. Elle a surtout participé à travers sa réussite à me donner confiance en mon projet. Ouais, c'est sûr. Et puis les équipes de France Télé ont fait le reste aussi, puisque j'ai des journalistes très sympathiques qui sont venus couvrir mes premiers jeux et mon histoire aussi. Et, voilà, quelques liens importants qui sont beaux et qui font que le sport est beau en général. Et puis le monde olympique est, voilà, en Grèce en plus, le berceau de l'olympisme. Et puis pour moi, c'est mes premiers jeux, donc c'était dans le grand bain, ça y est, c'était chouette, quoi. Ouais, les premiers jeux dans la ville des premiers Jeux olympiques de l'histoire. Et donc cette première médaille, elle a une valeur très particulière qui m'a donné confiance en moi en me disant tu peux réussir. Il n'était pas question 4 ans après de rater ce qui était pour moi le plus important, c'était la médaille d'or et le titre. D'autant plus qu'Alain Bernard, qui est un bon copain, a gagné le titre olympique sur 100 mètres, enfin. Lui aussi amenant quelque chose de particulier, puisque jamais un Français n'avait été champion olympique du 100 mètres de l'épreuve reine. Et ça a été très très chouette, quoi. Et puis j'avais un peu la pression sur ce coup-là aussi, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait jusqu'à ne pas aller à la cérémonie d'ouverture à Pékin, de rester au village. Les nageurs la ratent souvent, de toute façon. Souvent parce qu'on nage dès le début. Bon, finalement, je suis resté par le stress, l'émotion, l'exaltation, l'excitation aussi. Un peu de pression aussi le lendemain, mais je suis resté un peu éveillé, je me suis couché. C'est dur de pas aller à une cérémonie d'ouverture, sûr que la Chine a fait une cérémonie qui était juste extraordinaire. Elle était superbe. Ouais. Mais encore une fois, je me suis dit, vaut mieux aller à la cérémonie de clôture avec des larmes de bonheur aux yeux en disant, t'as fait le bon choix. Tu vas avec ta médaille. Bah ouais, avec les médailles, plutôt que de dire, je rate un truc. La médaille d'or et la Marseillaise, c'était ma cérémonie pour ouvrir le bal, et j'ai été la première médaille française en plus, une médaille en or pour
lancer la délégation, donc c'était un moment très symbolique aussi, quoi. Donc voilà. Chaque médaille a une histoire, chaque Olympiade ou Paralympiade a une histoire. Athènes, c'était le début, Pékin, c'était la consécration. Londres, en 2012, c'était un petit peu la phase de 3 en disant, allez, j'ai amené le 103, je vais y arriver. Puis après, c'était un peu le défi, quoi. Et une 4e fois. Et pourquoi pas Rio? J'ai été blessé en 2013, je suis revenu en bon niveau en 2015, médaillé 2 fois au championnat du monde. Et puis, il y avait mon ex-compagne, il y avait ma soeur, il y avait plein de gens qui n'avaient jamais vu les Jeux, qui n'étaient jamais venus aux Jeux. Mes parents étaient venus, ma soeur jamais, ma grande soeur. Et là, à Rio, ils étaient là, tous, les trois drôles de dames, on va dire. Et c'était un moment aussi important pour moi de gagner quelque chose là-bas. Et voilà, et puis j'ai contribué ou j'ai participé à la candidature de Paris 2024. J'ai soutenu l'équipe de candidature. On a fait le tour du monde, on a fait plein de choses. J'avais besoin de couper un peu aussi avec la natation pendant quelques temps, en 2017, en rentrant de Rio 2016. Et puis finalement, mon projet sportif et professionnel a un petit peu évolué. Et je me suis dit, allez, et pourquoi pas le Japon finalement? Et les 5e comme un peu un exploit sportif aussi, comme un exploit historique aussi de marquer le coup. 5 jeux, c'est beaucoup. 5 jeux, c'est énorme. Et puis après la candidature qu'on a réussi enfin à ramener en France, et je me suis dit, et pourquoi pas 6 pour finir en France à la maison. La roue sera vraiment bouclée, et puis voilà, c'est chez nous, c'est en France, c'est des jeux très particuliers forcément. Avec plein de symboles, un défilé sur les Champs-Élysées comme hier, les militaires ont pu avoir l'honneur de le faire. C'est notre pays, c'est une valeur spéciale, et puis c'est un bel endroit pour accrocher le maillot. À haut niveau en tout cas, parce que je continue à nager pour le plaisir, je pense. Mais un bel endroit pour ça, et puis voilà, c'est mon projet de fin de carrière. Chaque médaille a une valeur, chaque Olympiade a une histoire, chaque Paralympiade a une histoire, pardon. Voilà, jusqu'au 5e finalement. D'abord parce que je voulais pas en 2016 arrêter sur blessure, enfin 2015. Ouais. Non, c'est les Jeux de 2016 de Rio, mais je ne voulais pas en 2013 arrêter sur blessure. J'étais blessé à la hanche en fait, et puis après un petit break, je me suis dit allez, pourquoi pas les 5e quoi. Et puis jamais 506, je sais pas si ça existe comme tu vas l'inventer. On va le créer. Jamais 506, non mais c'est déjà en France et voilà, il est possible de le faire, donc c'est fantastique. Par contre, ce seront les derniers jeux, c'est la fin, c'est la maison, c'est ce que je veux, c'est boucler la boucle, c'est 100 ans des jeux, c'est voilà, toute l'histoire sera écrite jusqu'au bout, aurait été écrite jusqu'au bout. Elle sera belle, elle sera parfaite, parce qu'on aura fini à la maison et que ça sera le point de départ de tout. Un point de départ dont j'ai rêvé, qui m'a fait rêver d'avoir les Jeux en France un jour, de participer aux Jeux en France, ça. Notamment en 2005. J'espérais qu'on ait les Jeux en 2012. Et je suis aussi parti à Londres en me disant j'irai prendre une médaille en Angleterre parce qu'on les a payés en France, quoi. C'est un petit peu un pied de nez aussi. Ce qui est marrant, c'est que t'as la manière dont tu le racontes de dire pourquoi pas le 5e et tout ça. On dirait que c'est facile, mais c'est non, j'y suis allé vraiment que tu au fais fur et à mesure. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis allé au fur et à mesure. Rien n'est facile. Chaque fois qu'on se requalifie pour les Jeux, c'est un challenge différent. Et surtout, c'est une preuve qu'on doit faire de notre niveau. On n'est pas qualifié d'office. C'est une preuve qu'on doit démontrer qu'on est capable de se qualifier. On doit faire les temps comme tout le monde. On peut être champion olympique, champion paralympique. Il n'y a pas de passe-droit. Voilà. On est qualifié d'office maintenant, désormais, si on est médaille d'or ou d'argent au championnat du monde. Uniquement. Okay. L'année des Jeux. Ou l'année avant les Jeux. Les mondes qui ont lieu là cette année sont une opportunité pour des nageurs français paralympiques de se qualifier pour Paris s'ils sont or ou argent, uniquement. Après, on ouvre des quotas par rapport aux places, par rapport au ranking list sur le top 8 mondial, puisque ce sera le 6e ou 8e temps mondial ou 4e et 8e temps mondial. 4e et 8e temps mondial, je crois, mais voilà. Il n'y a pas de passe-droit et on doit faire preuve pas de blanche, quoi. Enfin, on doit montrer pas de blanche, pardon. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler dur et quand on a tout gagné, la remise en question, elle est importante, elle est nécessaire pour trouver les clés de succès, pour trouver les solutions, se remotiver, reconstruire un autre projet, un projet qui évolue sportivement. On sait faire, on sait nager, mais c'est plus la même histoire. C'est 4 ans de nouveau, c'est un autre projet, le corps il change, la motivation n'est pas forcément la même. Chaque jeu était différent. C'est sûr, parce que maintenant tu étais champion olympique, tu as été champion du monde. Forcément, oui. Maintenant tu as pu. Fait, tout ce que tu pouvais gagner de plus grand, tu l'as déjà gagné. Notamment les jeux. Ouais, c'est ça, c'est plus les mêmes Sauf motivations. Que j'avais envie de revivre cette émotion incroyable de faire un podium au jeu, parce que le rayonnement est encore plus fort, parce que c'est un moment tellement particulier. Ce podium paralympique ou olympique, encore une fois,
Et j'utilise souvent les deux termes olympique et paralympique pour montrer que c'est vraiment la même chose, c'est important, mais ce podium aux Jeux, en général, il est vraiment particulier. Les médailles sont tellement belles, sont tellement particulières, c'est vraiment... Même une finale aux Jeux, c'est un autre monde par rapport à une finale mondiale, c'est autre chose. Ah mais c'est pas la même émotion, il y a les tribunes qui sont pleines. À Pékin, à Londres, on avait 18 000 personnes dans les tribunes, on n'a jamais ça au championnat du monde, jamais. Et à Paris, j'espère que ce sera plein aussi, on l'espère, donc... Puis chez nous en France, avec le bleu, blanc, rouge, cocorico un peu, là, on va avoir du monde qui va nous pousser vraiment. Et ouais, c'est dingue. Hier à Charletti, j'entendais l'acclamation des sportifs français qui allaient partir pour le départ pour leur course. Il y a peut-être que 7000 personnes dans les tribunes, mais ça hurlait, c'était une ambiance de fou, quoi. Là, on est dans une piscine, 15 000 personnes, que quasiment, allez... Puis une piscine, 90... ça résonne, non? Ouais, 80% de Français, ça va être incroyable. Ça va être fou. Donc chaque histoire est différente, c'est une vraie question nécessaire, c'est un challenge à chaque fois différent. Et là, les 6e, c'est un gros challenge d'aller chercher une 6e sélection. Mais voilà, c'est motivant et je pourrais enfin me dire, ça y est, tu peux raccrocher le maillot et te reposer sur tes lauriers parce que tu as réussi ce que tu voulais réussir, tu as été au bout de ton projet. Et je m'endormirai chaque jour sereinement, quoi. Voilà. Non pas que j'ai la pression d'aller à Paris, juste que c'est un challenge, c'est un défi, c'est beaucoup de travail, c'est difficile. Mais la satisfaction, elle en sera d'autant plus belle, d'autant plus grande, de me dire que j'aurais fini là où je veux finir et que j'aurais fait le choix d'arrêter ma carrière en France et puis après un truc que plus personne ne fera, quoi, parce que si je en natation, c'est fini, personne ne fera ça, plus personne, c'est impossible. Même les meilleurs mondes aujourd'hui ne feront pas 6 fois les Jeux. C'est sûr. Et non. Du coup, tu me disais que quand tu avais commencé, voilà, c'était ça que tu voulais faire, mais est-ce que tu pouvais dès le départ y prétendre? Est-ce que de suite on a compris que tu avais le niveau d'être champion? Non, en aucun cas. J'espérais, j'avais envie de réussir, d'être comme ces grands champions que je voyais à la télévision, etc. Mais on avance étape après étape. Cette lumière qui nous motive au quotidien, qui brille dans nos yeux en permanence, qui nous donne envie de nous lever le matin, cette petite flamme-là qui nous dit allez, c'est dur aujourd'hui, mais c'est comme ça que tu vas gagner, c'est parce que c'est dur aujourd'hui que tu vas être plus fort que les autres, etc. C'est quelque chose que j'ai vu à travers les champions qui ont été des exemples, des véritables exemples. Et je me suis dit, mon gars, t'auras jamais rien sans rien, donc tu veux réussir, ok, donne-toi les moyens de réussir. Donc dès le départ, t'as énormément travaillé. J'ai cru en mon potentiel, et puis je me suis dit, j'ai quelque chose qui m'anime, qui me motive. Après, je pouvais pas savoir que j'allais me qualifier un jour au jeu, et puis je pense que si j'avais été olympien, ou du moins valide, j'aurais pas forcément eu peut-être le niveau pour me qualifier, parce que à l'époque j'avais 18 ans quand j'ai appris la compétition vraiment à un bon niveau, peut-être niveau national, mais il y a un fossé pour le niveau olympique, pour le coup olympique. L'exigence elle est énorme, la densité de nageurs elle est immense, ça aurait été très compliqué. Après l'accident a décuplé mes forces, ma motivation aussi, j'étais au pied du mur mais t'as plus le choix. C'est ça, parce qu'après l'accident, tu sais que ce sera jamais les Jeux Olympiques. Non, mais j'avais une deuxième perche qui se tendait à moi en me disant tu peux pas être champion olympique, tu pourras peut-être pas aller aux Jeux Olympiques, mais tu peux aller aux Jeux Paralympiques. Tu iras aux Jeux quoi qu'il arrive. Et ça, dès le début, tu as réussi à te le dire. Ouais, c'était ma motivation suprême en disant mon gars, tu as une nouvelle chance là. Parce que je faisais de la natation en plus. Alors, un sport que j'ai pratiqué avant mon accident, on l'a compris. Mais j'avais une deuxième perche à laquelle me raccrocher, celle de me dire que je pouvais peut-être un jour être champion paralympique et que la force que cet accident m'avait donnée quelque part, parce que j'étais au pied du mur et que je ne voulais pas baisser les bras, je ne voulais que, un peu comme un combattant qui rentre de la guerre et qui est acclamé, en me disant t'as pas le choix, tu veux pas mourir au champ de bataille, tu peux pas rester là à rien faire et à te laisser aller en disant c'est fini, c'est la fin, je vais mourir. Non. Puis j'imagine que c'est très dur à accepter du coup quand t'étais valide d'avoir une situation de handicap. Alors au départ oui. Mais juste un truc important, et peut-être qu'on va comprendre pourquoi je dis ça, mais fait que j'aurais pu baisser les bras en me disant que c'était fini, j'avais un accident dramatique, tragique, qui allait me paralyser en partie, etc. Et en plus en grande partie au début, puisque j'avais une tétraplégie incomplète certes, mais j'étais atteint par des 4 membres. J'ai eu la chance de pouvoir récupérer et grâce au spontanément de progresser, etc. Mais il y a eu un facteur incroyable aussi en me disant tu peux pas baisser les bras, t'as des gens qui t'ont sauvé la vie, il y a une personne qui est passée par là au bon moment, à la seconde près quoi. Philippe Montenac, c'est un monsieur que j'ai rencontré 20 ans après, dont je connaissais la fonction mais je n'avais pas pu le revoir et qui est passé par là au moment où il fallait, et puis en direction du SMUR de Grenoble des urgences. D'ailleurs c'est quelqu'un à qui on doit quasiment l'appellation des urgences, le fonctionnement, etc. Bon, encore une autre histoire, mais quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour
le monde des urgences en général, le SMUR, etc. Bon, les services d'ambulanciers rapides qui ont fait un travail fantastique pour moi. Hein. Et je me suis dit, tu as une nouvelle branche à laquelle te raccrocher. En rééducation, on m'a mis dans une piscine avec des frites, avec des bouées, etc. Un corset parce que je n'étais pas encore consolidé. C'était plus pour le côté thérapeutique de la natation et de l'eau qu'autre chose. Et je me suis dit, c'est pas possible, toi, tu es nageur, etc. Tu faisais des kilomètres par jour et tout. Et puis, je connaissais le jeu paralympique, bien sûr, même si c'était encore un peu confidentiel à l'époque. Je me suis dit, tu peux aller au jeu, quoi. L'ancien maire pour qui j'ai travaillé pendant un moment donné, et qui a beaucoup fait pour le sport, notamment dans notre ville, à Grenoble, Michel Desto, pour ne pas le citer, a eu la gentillesse de m'inviter pour une cérémonie qu'il a organisée en l'honneur des athlètes paralympiques qui rentraient d'Atlanta en 96, un an après mon accident. Et de voir ces nageurs avec qui je m'entraînais en partie, de Grenoble, médaillés. Je me disais, bon, t'as une chance devant toi, il faut la saisir, quoi. C'est pas possible d'avoir une deuxième page comme ça et de baisser les bras, t'as pas le droit. Et puis, la vie reste belle. Oui, c'est traumatisant. Oui, c'est très impressionnant quand on a du jour au lendemain l'herbe coupée sous le pied, hein, vraiment, et que tout s'arrête. Qu'on est allongé, qu'on est assis, qu'on a ce regard de handicap qu'on ne connaît pas, cette appréhension de tout. On a parlé dans la rue, du jugement des autres, on a peur d'un obstacle. Est-ce que je vais pouvoir passer un escalier, une marche, si jamais il y a... Est-ce que tout est accessible? Est-ce que c'est fonctionnel? Comment je vais faire, quoi? On se pose beaucoup de questions. Donc on apprend à anticiper, on apprend à contourner les obstacles, on apprend à les surmonter les uns après les autres. Et je me suis dit, le reste, c'est quoi? Ça reste du sport. Donc il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à réfléchir, il faut foncer. Et j'ai repris l'entraînement, non pas en rééducation, mais vraiment en me disant, allez, on met un petit flotteur. J'avais un pull boy entre les jambes à l'époque. Bon, pour le début, c'était important quand même pour retrouver un peu une position dans l'eau équilibrée. Et bon, voilà. Et puis j'ai recommencé à barboter, à faire des mouvements de bras, à essayer de faire un truc qui ressemblait à la natation, quoi. Mais par contre, j'allais tous les jours à la piscine et je mettais mon t-shirt d'entraînement et mes lunettes et mon bonnet, etc. Mais je pense que c'est ce qui t'a fait tenir, en fait. Ah oui, c'est ce qui m'a surtout raccroché à la vie en me disant tu retrouves toute identité, donc ça veut dire que rien n'est perdu et que tu peux retrouver le chemin que tu as voulu prendre, celui du sport de haut niveau, celui qui me correspondait, quoi, l'entraînement, le physique, quelqu'un qui est volontaire, qui se dépasse, qui se surpasse, ce que le sport transmet en permanence, et notamment la notion de l'échec. Mais j'avais toutes ces difficultés au quotidien, je me suis dit, mais c'est quoi l'entraînement à côté? C'est ridicule. Donc ça a décuplé mes forces, ma passion, ma volonté de pouvoir aller plus loin. Et puis après, c'est tout un tas d'anecdotes encore une fois. Et bien sûr que Philippe Montagne, ça a été un élément important quand j'ai eu mon accident, parce qu'il était là au bon moment et qu'il a pu biper son propre service, qu'il y avait un grave accident, etc. Ils ont fait le nécessaire et le pronostic vital était engagé, c'était urgent, c'était rapide, il fallait pas traîner, quoi. Mais en rééducation, là où j'étais à Saint-Cyr-du-Touvet, il y avait un prof de sport qui était aussi à l'époque sélectionneur de l'équipe de France en e-sport natation. C'était Jean-Marc Clément. Et mon kiné à l'époque, qui malheureusement est décédé, mais Jean-Max Vernet, à qui je rends hommage aujourd'hui d'ailleurs, qui était un chef kiné incroyable. Il savait que j'étais volontaire sportif, il m'a poussé à fond pour que je sois plus costaud, pour que je sois combatif, pour que peu importe ce que je pouvais faire, mais que je progresse tous les jours de plus en plus vers quelque chose qui allait me rendre une fierté, une identité et puis un statut de quelqu'un qui est volontaire, peu importe que ce soit sportif de nouveau ou pas de haut niveau, mais en tout cas combatif, combattant, et que ce que j'ai fait dans le sport avant m'aide à surmonter mon accident, mon handicap et à avancer dans la vie en général. On sait d'ailleurs que quand on est sportif, on est plus autonome, on est plus mobile que quand on n'a pas de sport, qu'on n'a pas cette capacité-là. C'est sûr. Hein. Et pour quelqu'un qui a un handicap, c'est extrêmement important. C'est pas du luxe, c'est une nécessité d'être sportif, d'être... Voilà. Bon, le sport, c'est la santé, comme on dit. Ça t'a pris combien de temps de revenir au haut niveau? Alors, Jean-Max parle à Jean-Marc Clément et me dit il faut que tu nages, quoi. Jean-Marc vient me voir un jour devant ma chambre d'hôtel. Ma chambre de rééducation. C'est pas une chambre d'hôtel. Devant ma chambre de rééducation, elle me dit bonjour, je suis Jean-Marc Clément, prof de gym. Elle me dit c'est vous qui entrez dans la natation? Tu dis oui. Alors, qu'est-ce qu'on attend? J'attends quoi? Moi, t'as pas encore vu dans l'eau? Je sais pas si j'ai le droit. Si, il m'a dit que c'est bon, t'es consolidé, tu peux. Ça serait cool que tu viennes nager avec nous, quoi. J'ai dit mais j'ai pas nagé depuis 6 mois, puis voilà ce qui se passait, mais attends. Doucement, et puis dans l'eau on flotte, tu sais, et puis on va trouver des solutions, mais ça serait super que tu te remettes un peu dans l'eau et que tu... Il a trouvé là le bon filon, quoi, et puis il m'a donné envie. Puis quelques semaines après, il me disait tu sais, on a des élèves là le jeudi qui s'entraînent là, prépare le bac, ils ont un 400. Peut-être que tu peux te mesurer un peu, tout ça. Puis j'ai très vite envie de montrer que malgré mon handicap, j'ai resté... C'est pas les 4 mois d'accident que j'avais, enfin l'accident et les 4 mois de rééducation que j'avais eu qui allaient stopper le sportif qui avait construit sa natation depuis qu'il était gamin, quoi, ou son sport depuis qu'il était gamin. Et donc je me suis dit je vais leur montrer que malgré le handicap je peux nager. Puis je me suis bien débrouillé et puis après j'ai été m'inscrire au club de Grenoble e-sport à l'époque. Il entraînait à l'époque là-bas aussi, Jean-Marc. On a fait les Chevaux de France ensemble, j'ai été médaillé aux France,
pas tout de suite, mais assez rapidement. Mais surtout, je me suis qualifié pour mes premiers championnats de France l'année de ma rééducation en 2016, quelques mois après mon accident, et le jour de mon anniversaire. Ah oui. C'était un peu symbolique. Je me suis dit, bon, allez, on est à un an de mon accident. Octobre 2096, j'ai eu mon accident en septembre 95, quelques semaines avant mon anniversaire. Bon. Et je suis qualifié pour les France. Et puis heureux de tout ça, et il me dit c'est le point de départ de tout. Et Jean-Marc était à fond, il me dit on a un jeune qui progresse, qui va monter, il était nageur avant, bon bah alors il connaît la technique qui a un impact très important dans ce sport, hein, bien sûr. Le reste c'est du travail, c'est le physique qu'on reconstruit, c'est la technique qu'on reconstruit, mais j'avais cette habitude à être plutôt aquatique et plutôt volontaire en général. Et puis pareil, Atlanta 96, mes premiers championnats de France, je tombe sur tous les nageurs qui rentraient des Jeux paralympiques d'Atlanta, mais j'avais surtout avant moi les champions que j'avais vus à la télévision, dont Jean-Marc m'avait parlé, etc. Tu verras, Eric Liedman, c'est un costaud là qui nage. Bon, il paraît des gens comme toi, tu verras, il est passé sur France 2, tout ça, on a fait un reportage. Et c'était un modèle pour moi dans son virage, sa façon de nager, tout ça. Je vois ce gars, je me dis, oh, je vais être comme lui, quoi. Donc je me suis identifié à des choses que je connaissais un peu, des sportifs que je connaissais un petit peu, olympiques ou paralympiques. Et puis je me suis dit simplement, pourquoi pas moi, après tout. Et année après année, mois après mois, il a fallu du temps, il a fallu 6 ans pour passer d'un statut de blessé médulaire, d'accidenté, donc de personnes qui étaient nouvellement en situation de handicap, on va dire, 95 jusqu'à mes premiers Jeux 2004. Oui, parce que de toute façon, pendant ces 6 ans-là, tu dois apprendre toi déjà à utiliser ton fauteuil, à changer ta vie et en même temps à changer ta nage. Oui, on l'adapte. Pool Boy, c'était au tout début en rééducation, un bassin qui faisait 17 mètres à 35 degrés, un bassin de traumatologie qui ne servait pas pour la natation de compétition, qui servait pour permettre aux gens en traumatode ou en orthopédie de remarcher en apesanteur pour ne pas être en appui à 100%, dans le protocole de mise en charge progressive après une opération d'une hanche, d'une jambe, d'une fracture. Voilà. J'avais une ligne d'eau avec des bouchons, bon, on aurait dit une ligne d'eau loisir ou de camping qu'on met pour séparer les zones de baignade d'un lac et de... Voilà. Mais voilà, c'était un bassin, je pouvais m'entraîner tous les jours. Il était quelques étages en dessous de ma chambre en rééducation et puis je me suis remis dans l'eau avec une seule idée en tête, c'était de reconstruire quelque chose, quoi. Donc c'était super, mais c'est un processus qui est long, qui vient se greffer à d'autres choses. De s'entraîner tous les jours, c'était un effort important pour le corps qui avait déjà pris un sacré pet, comme on dit. Tu m'étonnes. Donc c'était en plus de la kiné, et à la fin j'arrivais en kiné, j'étais vidé. Alors certes, je changeais physiquement, j'étais motivé, j'étais joyeux, mais tout le monde me disait David, il faut que tu te calmes là, il faut, voilà. Ton corps il a besoin de souffler un peu, et en même temps t'as besoin de faire la kiné en ouais. plus. T'avais besoin de bouffer la vie, quoi. Enfin... Ouais, c'était un échappatoire aussi, c'était encore une fois une branche à laquelle je peux me raccrocher, je connaissais. Et une façon de marquer mon identité, de la retrouver aussi, mais de la marquer. Je suis sportif de haut niveau, j'ai nagé 9 bandes par jour, tous les jours, pendant longtemps. Je parle de haut niveau, et puis la natation, c'est un sport qui est dur, et c'est pas votre éducation qui va me faire peur, etc. Et puis à un moment donné, j'étais fatigué, j'avais un peu la fièvre, etc. Bon. Mais ça a été le début, la rééducation, le protocole de départ, et puis ensuite, quand je suis retourné dans la vie un peu plus active, oui, le sport m'a donné une autonomie de vie qui était bien meilleure, j'allais en kiné tout seul, j'ai pas peur des trottoirs, des pentes, je les montais. Je passais pour aller chez mon kiné à l'époque par un arrière-cour avec un montée d'un local technique où il y avait les poubelles, qui avait une rampe. Le seul endroit où il y avait une rampe parce qu'il y avait 2 marches à l'entrée, et avant l'ascenseur, il y avait encore 2 marches. Jean-Max m'avait filé la clé, mais la rampe était raide. Et je disais, t'inquiète pas, je prendrai de l'élan, mais je vais y arriver. C'était mon défi à chaque fois de monter la rampe à fond, de m'accrocher au barreau, d'ouvrir la porte et de passer par là pour aller en kiné, quoi. Je faisais un détour monstrueux, mais j'allais en kiné tout seul et j'étais fier. Et voilà. Tout un tas d'éléments que j'ai dû prendre en compte dans ma nouvelle vie, mais qui n'enlevaient en rien la dynamique dans laquelle je m'étais inscrit depuis tout petit, qui n'enlevait en rien le caractère que j'avais reçu grâce à l'éducation de mes parents, qui n'enlève en rien les qualités de persévérance, d'engagement, de fair play, mais surtout de volontarisme, on va dire, quelle que soit la situation, et mon envie d'avancer et de surtout pas baisser les bras et de montrer que oui, j'avais eu un gros accident, mais que j'allais remonter la pente et rassurer mon entourage et le rendre fier aussi. Puis moi aussi, c'était ma vie qui en dépendait. Je me suis dit, bon, t'es au pied du mur de toute façon, t'as pas le choix maintenant. Soit tu fonces et tu réussis quelque chose qui est extraordinaire, qui paraît impossible, mais tu en seras encore plus fier. Soit tu baisses les bras et ta vie, elle sera comme tout le monde. Et moi, je voulais une vie qui soit pas celle de monsieur et madame tout le monde. Voilà. Avant ton accident, c'était quoi ta vie à part la natation? T'étais étudiant? J'ai commencé dans le sport par le judo, tout petit, mais le fait d'apprendre à nager, puis mon copain, c'est dont je parlais, dont le père était directeur de la piscine où je m'entraîne encore aujourd'hui,
fait que j'ai toujours voulu nager, que j'étais aquatique, je nageais souvent à la piscine. J'étais tous les week-ends fourré chez mon copain dans cette piscine, donc forcément on nageait. Puis après, c'est les jeux à la télévision qui m'ont motivé à un moment donné, aussi moi aussi être comme eux, voilà. Mais j'avais des études que j'avais repris. Non, j'allais reprendre des études. Je m'étais retrouvé dans une situation où j'étais en train de passer le BE. Ton brevet d'état en natation. Ouais, activité natation, le BESAN, à l'époque c'était le brevet de nageur sauveteur, oui. Ouais. Et ben, l'accident a tout coupé, hein, forcément. J'ai repris un petit peu de cours en rééducation parce que c'était aussi un plateau d'une annexe du lycée Champollion à Grenoble, un grand lycée, pour permettre à des élèves qui étaient sur le plateau du Vercors, la Chartreuse, le plateau de Saint-Hilaire-de-Touvet, de ne pas descendre en ville à Grenoble parce qu'il y a quand même 45 minutes de route, tous les jours en bus, c'était loin. Et en même temps, c'était intéressant parce que ces enfants-là étaient en classe avec des enfants qui étaient en rééducation et qui allaient aussi à l'école en parallèle de leur protocole de rééducation pour pas couper avec l'école. Ça, c'est super. Hein. Ouais. C'était très très bien. Bon, je pouvais pas passer mon BE là-haut, mais j'avais quelques cours de français pour reprendre un petit peu. J'ai pris des choses pour m'occuper un peu l'esprit aussi, quoi, puis pour me raccrocher un peu à des projets scolaires. Et puis finalement, après tout ça, j'ai passé le BE en e-sport avec une activité de natation. J'ai validé certaines UE de mon BESAN aussi à l'époque. J'avais déjà passé le tronc commun en plus. J'avais le tronc commun. Et puis ensuite, j'ai rentré. Alors, le bouche-oreille encore a fait que j'ai intégré un DUT Tech Deco pour des athlètes de haut niveau qui s'est mis en place en 92 dans la perspective des Jeux d'Albertville d'ailleurs, pour permettre aux skieurs d'être complètement détachés de leur saison de sport l'été. Non, pour permettre de détacher des cours plutôt pour aller faire du ski l'hiver, leur saison de sport et leur saison d'hiver, et revenir l'été pour être en cours et rattraper les cours. Donc on n'a pas eu le temps vraiment aménagé pour ça, qui s'est ouvert après au sport d'été. Bourget du Lac, Savoie Technolac. Le CESNI, Centre d'études des sportifs de niveau international, qui ouvrait aussi une porte au groupe de SC de Chambéry, l'école de commerce, comme il y a eu Subdeco ou SC Grenoble, il y a eu Chambéry aussi. C'était le même processus. Après un DUT Tech Deco, on intégrait l'école, voilà. J'ai rencontré d'autres sportifs aussi, en e-sport, voilà. Bon. Et puis arrivé en fin de DUT, mes profs de recherche me disent « t'as un profil d'école de commerce, veux-tu qu'on suive ?» Du coup, je me suis dit pourquoi pas finalement, alors que c'était pas prévu du tout dans mon parcours, ni de reprendre mes études à supérieures, ni d'aller même encore plus loin jusqu'à un master ou une maîtrise. Oui, parce que tu n'avais pas prévu ça dès le départ. Pas du tout. Et puis on m'a dit, mais tu sais, il y a une école pour les sportifs, tu fais du sport là, tu prépares les jeux, mais faut penser à la carrière après aussi. Puis là, c'est un DUT sur 3 ans, vous avez cours que du lundi au jeudi, de 8h30 à 13h. L'après-midi, c'est pour vous entraîner, tout ça. Je dis, putain, c'est bien d'organiser votre truc. Je suis allé passer un entretien avec un monsieur qui a été un bon copain après, qui est toujours un bon ami. Eric Warin, un ancien joueur de hockey sur glace, qui était notre tuteur en promo à l'école. Et l'école nous a vraiment accompagnés pour réussir. Et puis comme ça se passait bien, un des profs m'a dit, mais t'as la maturité, t'es plus âgé que certains étudiants aujourd'hui, t'as quelques années de plus. Ça se passe pas mal, t'as eu ton DUT maintenant. Faut continuer, il y a une licence pro ou alors une maîtrise, puis un master derrière, pourquoi pas. Puis je suis rentré à Grenoble, à l'école de commerce, et puis j'ai eu un parcours différent en jonglant entre la natation et puis mes études. Puis j'ai avancé à Athènes, les premiers jeux, les copains de l'école, en rentrant des jeux, qui levaient les bras, qui faisaient là-haut là, parce que j'avais mes médailles des jeux et c'était important pour eux aussi. J'avais un groupe aussi dans mon école de sportifs de haut niveau, qui avait aussi des tuteurs qui nous aidaient pour les cours quand on ratait des cours parce qu'on était en entraînement ou en compétition, bon, qui était un petit peu aménagé pour les sportifs de haut niveau. Mais Grenoble est une ville qui est très adaptée aux sportifs de haut niveau de manière générale. Qui est dynamique dans ce sens-là, oui, ouais. oui. Puis que ce soit à l'université de Grenoble, aujourd'hui l'UGA, Grenoble-Alpes, Université de Grenoble-Alpes, qui a vraiment pris cette dimension à bras-le-corps du sport de haut niveau et qui accompagne dans des projets vraiment aménagés, des études aménagées pour les athlètes de haut niveau. Donc ils sont très très fiers, autant l'hiver que l'été. J'ai reçu un prix il y a 1 an en rentrant de Tokyo, 1 an après, prix d'excellence de l'université pour mon parcours universitaire et mes réussites sportives. Alors beaucoup d'athlètes d'hiver quand même, quelques-uns d'été dont je faisais partie, mais Rhône-Alpes a ramené 80% des médailles des Jeux d'hiver, quoi. Donc, pour l'université, c'est une fierté. Genre, quand je faisais mes études sur le campus, tout est adapté. Enfin, tu sors de cours, t'as les terrains de foot, les terrains de rugby, la piscine, et t'as tout à pied, quoi. Enfin, ça vraiment. Oui, puis il y a le QFE qui a été créé par Christian Nozé, qui est plus de ce monde malheureusement, qui était l'ancien directeur technique national de la natation olympique, qui est de la région et voilà, qui a été une personne qui a accompagné mon entraîneur à l'époque Guy Larocca dans la construction du projet. Alors le QFE, c'est quoi? C'est le Centre universitaire d'études et de formation, qui permet à des athlètes d'être détachés pour certains cours et d'avoir un emploi du temps vraiment aménagé parce qu'ils sont en appellation haut niveau
ils sont à la fac, mais avec un emploi du temps vraiment aménagé. Ou en école de commerce, ou peu importe comme moi, bon voilà. Et je l'ai intégré après, pas pour les études, j'ai fait mes études, mais parce que c'était un projet qui existait, mais qui montre que Grenoble avait cette préoccupation. Voilà, d'ailleurs, Grenoble Call Management l'a toujours et l'a encore aujourd'hui, hein, vraiment à fond, de prendre l'athlète de haut niveau, de valoriser ça, des cours Tour de France connus, hein, qui sont à l'école. Alors, c'est des parcours à distance. L'IAE de Grenoble, pareil, avait cette politique-là sportive, pas toujours évidente. Hein. Moi, je me rappelle, avant les Jeux d'Athènes, j'avais 26 partiels, plus la préparation des séances d'entraînement. On nageait 2 fois par jour. Enfin, c'était compliqué, quoi. Oui, parce que c'est ça, encore aujourd'hui, la natation, c'est un truc que tu y vas toute la journée. Enfin, ouais. Alors, je nageais pas tous les jours 2 fois par jour, mais j'avais quand même 8 séances par semaine. Fallait être en cours d'arrière. Le matin tôt, j'allais m'entraîner, j'allais en cours d'arrière, reprendre les cours, on était absent pour les compétitions. Ça n'a pas été facile. J'ai un tuteur qui m'a aidé d'ailleurs pour reprendre quelques matières pendant l'été. Je suis retourné au CERAG, là, dans des bâtiments qui étaient de recherche, juste pour réviser des cours, faire les exercices et puis valider mes partiels à la rentrée en septembre. Des partiels que j'ai pas pu avoir parce que j'étais absent. Donc j'avais étalé mes études sur plusieurs mois et voilà. Ça a été un combat aussi, qui a été dur aussi, parce que on a aménagé sans trop aménager non plus. Bon. Et puis dans notre protocole d'athlète de haut niveau à l'école, je faisais partie des très rares qui allaient aux Jeux. C'est pas pareil de préparer une saison olympique ou paralympique que d'aller sur un championnat d'Europe, championnat de France, où on a un pic pendant un mois ou 2 mois dans l'année. Moi, c'était 12 mois à 100% et à fond et tôt le matin. Donc ça a été dur. Ça a été hyper intéressant d'avoir un équilibre intellectuel et physique. Un vrai challenge de réussite aussi, me montrer que c'était possible et que j'avais préparé mon avenir depuis très longtemps. Et de ne pas me dire j'attends la fin de ma carrière pour reprendre des études, etc. Donc motivant et un équilibre intéressant encore une fois sur le plan intellectuel et physique, mais difficile. Bon, j'ai réussi, il a fallu du temps pour ça. J'ai pas forcément été brillant partout, mais j'ai eu des bonnes notes quelques fois, d'autres un peu moins bonnes. Bon, je suis allé au bout de mon projet et ça a été vraiment, vraiment top, quoi. Mais ça fait beaucoup de choses en plus de l'accident, en plus de voilà. Ouais. C'était nouveau tout ça. Mes études, tous ces projets, je fonçais partout et je me disais où ça va mener tout ça, quoi. Et puis après, on se rend compte que tous les efforts qu'on fait finissent par payer. Et dans les études, et ça donne la légitimité dans ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, si tu devais faire passer un message à ces jeunes voilà, qui peut-être se sentent pas capables de faire les mêmes sports que les autres, de mener la même vie, qui viennent. Alors, il y a plusieurs choses, ça. mais d'abord croire en soi. Si on ne croit pas en soi, les autres ne vont pas forcément le faire à votre place. On est souvent, et c'est important dans un grand projet, on a besoin d'être entouré correctement. On ne réussit pas tout seul. Ma carrière sportive, je l'adore aussi à mes entraîneurs qui m'ont aidé à avancer. Mon staff médical, les gens, les kinés, etc. Beaucoup, les entraîneurs aussi, mais il n'y a pas que. Donc être bien entouré, bien épaulé, c'est important, mais il faut croire en ses rêves, il faut se donner les moyens d'y arriver, que rien ne tombe du ciel et qu'il faut le vouloir plus que les autres pour réussir. Il n'y a pas de secret. La réussite, elle est pas quelque chose, comme je disais tout à l'heure, de confortable. Elle est très inconfortable parce qu'il faut accepter les difficultés tout le temps, tous les jours, et tenir malgré les échecs, malgré les difficultés. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on passe de l'autre côté de la barrière et qu'on se dit, parce que c'est cette force de caractère-là que je peux réussir et que je peux avancer à nouveau et que je peux peut-être respirer un truc incroyable, quoi, de réaliser quelque chose de très très grand. Donc on a peut-être une valeur d'exemplarité à un moment donné aussi, mais j'ai juste envie de leur dire que j'ai réussi parce que j'y ai cru, parce que je me suis donné les moyens et que si je l'ai fait, ils peuvent le faire aussi. Donc c'est un peu une façon de leur dire que à travers notre parcours, on transmet des choses qui sont possibles et on leur transmet cette culture de la réussite, de l'envie en tout cas de la réussite, et de se dire qu'il faut s'affranchir des contraintes des gens qui pensent que on a un poids énorme quand on est handicap, qu'on ne peut rien faire. Il faut adapter parfois les choses. Chaque handicap est différent, chaque histoire est différente, une maladie, un parcours de vie, une force de caractère, une éducation est différente. Chacun c'est ce qui fait notre singularité, c'est quelque chose qui nous rend unique, mais qui fait que chacun a une chance de réussir. En natation, on dit souvent, si j'ai une ligne, j'ai une chance. C'est clair. C'est pas toujours la meilleure, la ligne numéro 8, etc. Mais si j'ai une ligne, j'ai une chance. Si t'as celle du milieu, t'as plus de chance. Oui, ça montre qu'on a fait un bon chrono le matin aussi. C'est et puis qu'on peut surveiller ce qui se passe à côté. Il y a aussi une stratégie de course qu'on peut mettre en place. Bon, ça dépend des courses aussi, bien sûr. Mais bon, c'est aussi révélateur d'une performance du matin qui encourage le sportif l'après-midi à se dire, allez, je suis proche du podium ou en tout cas en phase de l'être. Mais simplement, oui, les engager à croire en eux, encore une fois, à se dire que rien n'est tombé du ciel, qu'il a fallu aller le chercher, tout ça, et qu'il a fallu se battre pour l'avoir.
mais que c'est possible et que le sport fait partie des outils de vie, des éléments qu'on a à portée de main qui nous permettent de construire quelque chose de fort. Et le sport est universel, il est inclusif et de réussir comme toute personne et de montrer qu'on peut faire les choses, qu'on peut réussir malgré le handicap, quoi. Il faut vraiment croire en soi, c'est essentiel. Maintenant, chaque projet est différent. J'ai réussi le mien avec l'ambition qui était la mienne, avec mes rêves, mes choix. Chaque situation va être différente et amène à des réponses et des engagements différents. Mais il y a un dénominateur commun qui est le travail. Le talent seul ne suffit pas. Et que parfois, quand on doute de soi, de son talent, travailler plus que les autres, c'est une façon de compenser les choses. Donc il ne faut pas croire que ceux qui réussissent sont que ceux qui ont du talent. Il y en a qui sont plus ou moins doués. C'est sûr qu'un Florent Malodou, qu'une Laure Malodou sont très aquatiques. Ils ont des aptitudes physiques particulières dans mon sport en tout cas. Qu'un Usain Bolt a des aptitudes physiques très particulières dans son sport aussi, en athlétisme. Il n'y a pas d'Usain Bolt tous les jours, hein. Mais, ni de Michael Phelps. Mais Michael Phelps était doué. Il a bossé beaucoup plus que les autres aussi. Beaucoup plus. Donc on peut toujours compenser le talent et dire il y a des excuses faciles. J'ai pas le talent, donc je peux pas réussir et je suis pas comme eux, j'ai pas leur qualité. Ouais, mais tu as peut-être la capacité de travailler plus que les autres. Donc si tu baisses les bras, t'en seras responsable et le seul responsable. Tu as autre chose que tu peux faire valoir, c'est le travail. Et puis à un moment donné, il y a des facteurs chance qui vont t'aider à avancer. Donc surtout pas se dire que c'est pas possible parce que j'ai pas le talent, mais qu'il y a quelque chose qui est commun à tout le monde, quelle que soit la situation. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, peut-être plus difficile que les autres, mais et quelque chose qui est commun à tout le monde, c'est la capacité de pouvoir travailler et de se donner les moyens de réussir. Ça, c'est sûr. Et je veux, à travers mon parcours, encourager les gens à se dire, si un jour je vais, peut-être une fois ou deux fois ou trois fois, c'est parce que j'aurais fait en sorte de réussir à chaque fois une nouvelle échéance, une nouvelle étape, d'avoir mis tous les ingrédients pour que la recette elle soit bonne, qu'elle réussisse, et puis de continuer à avancer, quoi. J'ai pas vu que j'allais faire 5 fois les jeux, et peut-être, j'espère, les 6e, je touche du bois, comme on dit. Il faut toujours un peu de chance aussi, mais il faut la provoquer, la chance. Et je dis souvent qu'un trèfle à 4 feuilles, si on ne le cherche pas, on ne le trouvera jamais. Donc il faut provoquer les choses, il faut travailler plus que les autres, il faut provoquer un peu les choses. Voilà, j'ai pas vu tout ça tout de suite, je me suis pas dit je vais faire 5 fois les jeux. Je me suis dit je vais essayer de faire les jeux une fois, c'était un rêve de gamin. Et puis ça m'a donné confiance en moi, et la confiance, ça se travaille. Arthur Ashe, qui était le grand mentor d'Annick Noah, disait si l'une des clés de la réussite ou du succès, c'est la confiance en soi, l'une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Et dans le sport, la préparation, c'est le travail, c'est l'entraînement, c'est l'entraînement. Et surtout en natation, où c'est très individuel, c'est pas comme en foot où tu dépends de l'équipe d'en face. La natation, c'est ça. Tu sais quasiment avant si tu es capable ou pas de faire la médaille, parce que tu connais tes temps. Enfin... On peut avoir des surprises dans le pic de forme qu'on a quand on fait l'affûtage, etc., d'avoir une bonne surprise, et c'est le but de s'entraîner, et s'entraîner sérieusement, de faire attention à l'hygiène de vie, à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, etc., avoir une tête qui marche bien, à penser aux éléments techniques, à pas confondre vitesse et précipitation, à penser à bien nager, à nager bien mais vite mais bien. Voilà, mais oui, c'est un sport individuel et on est maître de son destin. Ouais. Derrière le plot, on est tout seul. Hein. Donc, c'est aussi une chance de dire j'ai une chance parce que si je décide d'avancer, tous les jours, je peux aller à quelque chose de fort. Je ne dépends pas de certaines personnes qui vont peut-être pas forcément avancer, etc. D'une équipe dont les joueurs sont les meilleurs du monde. Je ne citerai pas dans notre club français ou internationaux, mais une équipe dont les joueurs sont les meilleurs du monde, qui n'arrivent pas à jouer ensemble, qui n'arrivent pas à organiser un collectif alors qu'ils ont tout pour réussir et qui ne réussissent pas au plus haut niveau, qui ne grugent pas de très grands titres européens, qui ne grugent pas de... Voilà. Et même quelqu'un disait à ces jours en 98, il y a peut-être des grands joueurs à côté, les Italiens, les Croats, etc. Ne pas les sous-estimer, les Croats sont très très forts, c'est des grands joueurs. Ouais. Mais nous on a un truc, on a une âme, on a une équipe ensemble. Il y a l'esprit d'équipe. Ouais. Ah ouais, il a monté un collectif qui était indétrônable, quoi. C'était des copains qui voulaient réussir une histoire de vie incroyable. Et 2018 a été l'époque aussi d'une équipe de France qui a redonné goût à ça, quoi. À un dépassement de soi, à un collectif au service d'une nation, mais aussi d'une individualité, d'un talent, des Pogba, des Zidane, des Mbappé, etc. À l'époque, peu importe. Des Djorkaeff, des Thierry Henry, des Lilian Thuram, bien sûr, Lilian 2 buts en demi-finale. Et j'étais dans le stade en plus à l'époque, en 98. Donc j'ai vu ça de mes propres yeux, c'était magique comme tout, mais... l'individualisme au service du collectif. Il y a des clubs malheureusement qui ont plein d'individualités très très fortes, mais qui ne sont pas au service du collectif, ils sont au service de leur propre réussite, de leurs propres statistiques, et ça ne marche pas toujours très bien. Ça marche pas. Donc dans un sport individuel encore plus, ou d'autant plus, dire
ok, si je suis d'aplomb, si je m'entraîne correctement, si je fais attention, j'ai au moins une chance de réussir. Et le talent à côté, ben, si j'en ai tant mieux, si j'en ai pas, c'est pas grave, je vais travailler plus que les autres. C'est ça. Donc j'ai juste envie de leur dire, vous avez tous une chance, sachez la saisir, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Il y a une question avec laquelle du coup, je conclue toujours le podcast, c'est si toi, aujourd'hui, tu peux parler au toi enfant qui commence à nager dans le bassin de son copain et qui se dit, moi j'ai envie d'être champion, tu te dirais quoi? Toi enfant? Ouais. C'était autant les yeux qui brillent que je les ai eus quand j'étais petit. T'as toutes les chances de gagner un jour, un titre très 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 prestigieux, et pourquoi pas même les jeux, quoi. Faut voir grand. Comme on dit souvent, faut décrocher les étoiles, et puis si faut viser l'étoile, et si ça marche pas, on décrochera la lune, quoi. Il faut voir grand, d'abord par ambition, je pense que c'est important. Mais il faut pas écouter ce que disent les autres côté. Il faut se construire soi-même, et tu le sais aussi à travers ton projet professionnel, mais voilà, c'est quelque chose qui est important. Il faut pas écouter les autres. Il faut se dire, ok, ma vie, elle est animée par ces choses-là, par ces champions qui me font rêver. Bah, c'est mon projet de vie, c'est pas celui des autres. Donc je vais faire en sorte de mener mon projet de vie à bout, et puis je vais le construire pour moi, pour réussir. Je suis pas forcément meilleur que les autres, je suis pas forcément plus doué que les autres. Et si c'est le cas, bah, tant mieux. Mais je vais travailler plus que les autres. Et puis surtout, je vais croire en moi, quoi. Donc si cet enfant-là, ou si toi, enfant, t'as autant les yeux qui brillent quand tu vois une flamme olympique, c'est que c'est un signe, quoi. Après, qu'il ne t'entend rien, on dit pas que tu vas réussir, mais on dit juste que si t'essayes pas, ça marchera pas, quoi. Donc il faut essayer. Puis au pire, s'il y a un échec, on aura appris beaucoup de choses. On dit souvent, je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Ouais, c'est ça. On apprend d'un échec, soit on gagne. Voilà. Merci beaucoup d'être venu dans le podcast. Cet épisode est maintenant terminé. Pour connaître l'actualité du podcast, je vous invite à suivre les comptes Instagram, Facebook et Twitter ou à activer les notifications de sortie d'épisodes sur votre application de podcast. Pour m'aider à développer l'émission, vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et en parler autour de vous sur les réseaux. À très vite!